Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'une société qui est un peu mythique, qui s'appelle ArcelorMittal. Pourquoi est-ce qu'elle est mythique? Parce que le groupe est issu de l'OPA fusion du groupe indien Mittal sur le groupe Arcelor, qui était le fleuron de l'industrie franco-luxembourgeoise. Vous vous rappelez que c'était les anciennes aciéries françaises et les anciennes aciéries belges qui avaient été fusionnées, restructurées, un très bel ensemble. Et le groupe Mittal a mis la main dessus et à l'époque ça avait fait beaucoup de bruit. Et ce groupe ArcelorMittal est devenu numéro 1 mondial si on exclut les sociétés chinoises. Donc très belle société sur un secteur très mature qui est la sidérurgie. L'action ArcelorMittal, elle vaut 24,50 €, elle est cotée sur Euronext Amsterdam, même si elle est incorporée au Luxembourg. Elle a une capitalisation boursière de 22 milliards d'euros. Bon, alors si on met ça en comparaison, si vous voulez, de chiffres qui sont un résultat d'exploitation EBITDA de 7,6 milliards, alors on se dit, ah, là il y a 22 milliards de capi pour 7,6 milliards d'EBITDA, c'est pas beaucoup. Et puis surtout qu'il y a un free cash flow, ça c'est les chiffres de 2023 que je vous donne, un free cash flow de 2,9 milliards, voilà, gros free cash flow, 4,9 milliards de dollars de résultats de bénéfices, 5,8 $ par action, parce que les comptes sont exprimés en dollars, parce que le marché de l'acier est exprimé en dollars, 66 $, enfin un dollar ça vaut quasiment 1 euro, hein, 1,10, donc 66 $ de book value par action, vous voyez, contre 24,5 € de cours. Donc vous voyez, tout ça nous dit 8,9% de ROE, donc on peut même pas se dire que si le retour sur capital est proche de 9%, s'il est durable, c'est pas justifié qu'on soit à 24 € pour quasiment 6 € de bénéfice. Voilà. Enfin, quasiment 5,50 € puisque c'est en dollars de bénéfice. C'est pour ça qu'on s'interroge sur ArcelorMittal. Et donc, on va d'abord regarder à qui le groupe vend. Alors, vous avez ici les différents secteurs auxquels il vend. Et donc, a priori, on se dit, il y a beaucoup de secteurs. En réalité, si vous prenez la part la plus importante, 25%, c'est la distribution. Ça veut dire qu'ArcelorMittal distribue lui-même ses produits. Alors, il peut distribuer une multitude de PME par des centres de distribution, hein. Ça ne donne pas le secteur des PME ou des sociétés qui achètent. 19%, c'est la construction. Ah voilà, c'est un gros bloc. Et 17%, c'est l'automobile. C'est un autre gros bloc. Puis il y a un dernier gros bloc de 14% qui est les produits qui subissent une première transformation. Là aussi, c'est comme c'est les produits qui sont distribués, mais avec un tout petit peu de transformation. Ça ne nous donne pas non plus le secteur. Donc, si vous voulez, en réalité, on peut dire que la sidérurgie, pour l'essentiel, hein, c'est la construction et l'automobile. Voilà. Donc c'est pas tellement diversifié du point de vue secteur, et c'est très lié au fond de l'économie. Alors maintenant, si on regarde la répartition géographique, Amérique du Nord, Brésil et Europe, c'est l'essentiel. Voilà. Donc c'est une société qui est en Europe et aux Amériques. Voilà. Et puis l'autre chose que l'on peut voir, c'est que tout de même, il y a une partie en Inde qui est significative. Voilà. Donc là, il y a une brèche en dehors de l'Occident, l'Inde. Et puis, il y a une grosse partie mining. Tiens, c'est une société qui est également dans les mines. Et puis, il y a une petite partie Sustainable Solutions, qui, en fait, c'est des entreprises en croissance, parallèles à la construction, à la sidérurgie, comme la construction, l'ingénierie, les énergies renouvelables, dans laquelle, ArcelorMittal met un peu de capital et elle espère que cette partie va doubler son EBITDA au cours des 5 prochaines années. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est assez important, c'est une forme de diversification, de montée en valeur que ArcelorMittal est en train de faire à partir du cash qu'elle dégage dans la sidérurgie. Mais si on revient à la sidérurgie, donc on va dire c'est les Amériques, l'Europe, et voilà, c'est l'Inde, oui, parce que Mittal c'est une famille indienne, donc c'est normal. Mais en Inde, ils y sont à travers des joint ventures essentiellement, pour des raisons réglementaires. Voilà. Alors, et dernier élément, oui, Arcelor est intégré verticalement dans le minerai de fer de haute qualité.
Voilà. Et ça, c'est une particularité parce que souvent, il y a les mines de fer et puis il y a les sidérurgistes, mais c'est pas forcément les deux ensemble. Et si on regarde, on vous a mis ici quelques photos du patrimoine minier d'ArcelorMittal, eh ben, vous voyez, souvent, ce qu'ils font, c'est très intelligent. Ils ont des mines à côté des sites de production. Voilà. Enfin, à côté. Dans le même pays. Voilà. On ne peut pas avoir un chemin de fer entre les deux. Par exemple, au Brésil, vous voyez, par exemple, au Mexique. Voilà. Mais il leur arrive aussi de développer, comme au Libéria, ou comme au Canada, eh ben, des mines parce qu'elles sont rentables, parce qu'elles sont intéressantes, alors qu'il n'y a pas de site de production. Et là, on va transporter le minerai de fer par bateau. Voilà. Mais bon, s'adosser, cette intégration verticale, si vous voulez, c'est un gage de pérennité, normalement, de la marge opérationnelle. Donc, c'est intéressant. Alors, regardons comment cette affaire a évolué. Eh ben, voilà ce que nous donne la société dans son dernier rapport d'activité. EBITDA, Adjusted Net Income, donc bénéfice net, Free Cash Flow. Et vous voyez que l'EBITDA et le Free Cash Flow sont presque toujours positifs. Donc, c'est une société qui a une bonne structure d'exploitation. En revanche, le carré central, l'Adjusted Net Income, eh ben, il est variable et souvent négatif. Donc, ça veut dire qu'il y a des phénomènes d'amortissement, peut-être de dépréciation, qui font que voilà, le bénéfice net, lui, il est très volatile et il est souvent négatif. Donc ça nous incite, mais voilà, le fond de la valeur, hein, son exploitation, son free cash flow, lui, est toujours positif. Alors on va regarder un petit peu plus loin en longueur ce qu'on aime faire chez Hibou, donc on va prendre les graphiques Hibou, ceux qu'on tire du site, et vous voyez, si on regarde le chiffre d'affaires depuis 2007, eh ben, un peu une déception, on n'a pas bougé, il n'y a pas eu de croissance depuis 2007 chez ArcelorMittal. C'est vrai qu'en 2007, on a un pic de conjoncture, donc les volumes et les prix sont très hauts, mais malgré ça, il n'y a pas eu de croissance. Donc ça, c'est le premier point à noter, c'est vraiment une industrie mature. Si on regarde le bénéfice net courant, eh bien, il était très élevé en 2007, et puis il a baissé, avec tombé négatif en 2013, et depuis 2013, et c'est ça qui nous intéresse chez Hibou, et depuis 2013, il monte. Voilà. Il monte, même s'il a fortement baissé avec la crise du Covid en 2020, et même si en 2023, il a fortement rebaissé par rapport à un pic de 2022, on a tout de même l'impression que se dessine cette espèce de tendance haussière depuis 2013. Voilà, on a l'impression qu'il se passe quelque chose chez ArcelorMittal. Et si on regarde le bénéfice par action, c'est encore plus visible. Et là, vous voyez, on vous a mis un trait orange. Pourquoi? Eh ben, parce que si on prend le bénéfice net, eh ben, en 2023, on est en dessous de ce qu'on faisait en 2007. Et si on prend le bénéfice par action, on est au même niveau, quasiment. Donc, ça veut dire que la société, non seulement elle a probablement une tendance structurelle d'exploitation à la hausse au niveau de la rentabilité d'exploitation, mais en plus elle dégage du free cash flow, donc elle rachète ses actions, et donc il y a un effet de levier sur le bénéfice par action. Voilà. Et si on regarde la rentabilité des capitaux propres, ben on retrouve ce phénomène, espèce d'effondrement post-crise de 2008, et puis à partir de 2013, cette espèce de grand redressement qui est en cours, avec cette amélioration un peu structurelle, même si elle est cyclique, de la rentabilité de l'exploitation et des capitaux engagés. On rappelle que c'est toujours très intéressant de regarder la rentabilité des capitaux engagés parce que la rentabilité des capitaux propres peut masquer une bonne rentabilité des capitaux propres peut masquer une mauvaise rentabilité des capitaux employés, et c'est ce qui s'est passé chez Orpea. Mais vous voyez là, la rentabilité des capitaux employés, eh ben, elle est revenue progressivement depuis 2013 à des niveaux tout à fait corrects, entre 5 et 15% dans les 2 dernières années. Et si on regarde la rentabilité financière, ça c'est un indice Hibou, un peu spécifique parce que on se méfie des évolutions comptables, des retraitements comptables, des acquisitions et de leur impact sur les capitaux propres consolidés. Et donc on préfère calculer la rentabilité des capitaux propres à notre sauce, c'est-à-dire en ajoutant sur une base très longue uniquement les bénéfices non distribués aux capitaux propres des sociétés, eh bien vous voyez que là aussi on a cette même évolution, une grande cyclicité, c'est vrai, mais tout de même une tendance à la hausse de la rentabilité financière. Et donc ça permet de s'interroger. Donc on va regarder encore un ratio qu'on aime beaucoup chez Hibou, qui est cash flow sur immobilisation. Pourquoi c'est un ratio intéressant? Parce que si le cash flow représente une part importante des immobilisations, comme pour faire de la croissance, il faut augmenter ses immobilisations, ça veut dire qu'une société peut faire de la croissance avec son cash flow sans avoir recours à un endettement, donc à une détérioration de son bilan. Et là, vous voyez que c'est le cas d'ArcelorMittal, puisqu'on avait fait un point bas
sur ce ratio en 2015 à peu près 5%, et vous voyez qu'on a fortement progressé et que on est à plus de 10%, donc ça veut dire que la société, elle est capable de faire la croissance, elle a de l'agilité pour faire de la croissance avec ses ressources financières internes, ou, c'est pour ça qu'on emploie le terme ratio d'agilité, d'aller voir un peu ailleurs. Et là, vous vous souvenez le camembert d'origine qu'on avait mis? Ah oui, les nouveaux secteurs dans lesquels investit ArcelorMittal pour un peu contrer, si vous voulez, la cyclicité de la sidérurgie et pour avoir une croissance plus longue, eh bien voilà, elle peut aussi investir dedans. Et vous savez qu'ArcelorMittal a pris le leadership dans l'actionnariat de Vallourec tout récemment. Eh bien, ça fait peut-être partie de cette stratégie et c'est autorisé par ce ratio cash flow sur immobilisation qui est favorable, et ça, on ne l'attendait pas forcément en regardant la valeur. Et puis, qu'est-ce que nous dit la société elle-même? Elle nous dit quelque chose qui rejoint ce qu'on peut dénoter. Ça ne veut pas dire que ce soit vrai, il faut toujours se méfier, il faut toujours avoir l'esprit critique. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, ben moi, j'ai des retours sur fonds propres et des retours sur capitaux employés qui sont d'abord positifs le long du cycle, et c'est un positif qui augmente. Ils sont de plus en plus rentables. Alors pourquoi est-ce qu'elle dit le long du cycle? Elle prend 5 ans. Parce qu'elle dit la sidérurgie est très cyclique, donc si vous voulez avoir une image de la rentabilité, c'est 5 ans. Alors oui, si vous voulez, c'est intéressant parce que la cyclicité, c'est pas forcément un handicap. Si vous prenez une société qui fait du chocolat, et si imaginez que la comptabilité elle soit trimestrielle au lieu d'être annuelle, eh ben on dirait ceux qui font du chocolat comme Lindt ou NEC, elles sont très cycliques parce qu'elles font beaucoup plus de chiffre d'affaires à Pâques que par exemple pendant le mois d'août. Hein. Mais on ne voit pas cette cyclicité parce qu'on a une comptabilité annuelle. Parce qu'elle nous dit, sur la sidérurgie, il faudra avoir une comptabilité sur 5 ans. Parce qu'en fait, on a toujours un cycle sur 5 ans. Et donc, elle dit sur 5 ans, regardez mon retour sur fonds propres. 2014 à 2018, j'étais à 5,5%. 2019 à 2023, je suis à 10%. J'ai doublé ma rentabilité le long du cycle. Voilà. Et à la rentabilité sur capitaux employés, j'étais à 8%, 7,9% en 2014-2018. Je suis à 11,2%. Alors ça, c'est parce que la dette a été réduite. Hein. Mais concrètement, je me suis solidifié et j'ai tout de même une meilleure rentabilité des capitaux employés. Et elle est assez élevée puisqu'elle est au-dessus de 10%. Voilà. Alors oui, c'est vrai, la société s'est sécurisée au niveau de la dette, et ça, c'est le ratio qu'on vous met ici. Vous voyez, la dette nette était plus de 30 milliards de dollars en 2008, 2,9 milliards de dollars aujourd'hui. La société, dans ce cycle difficile qu'elle a connu, parce que tout de même, il y a eu les crises du MUC, il y a eu les crises du Covid, voilà, elle s'est considérablement désendettée et elle a une bonne réserve de liquidité puisqu'elle a 13 milliards de liquidités disponibles, donc c'est un bilan solide. Voilà, autre point positif. Alors, on va regarder tout de même, parce que pour réduire la dette, il faut faire du free cash flow. Et donc, on va regarder la structure de cash flow de la société. Et vous voyez, la dette nette était à 2,2 milliards au 31 décembre 2023. Le free cash flow, c'est 2,8 milliards. C'est très intéressant. Hein. Le free cash flow de l'année 2023, c'est plus que toute la dette qui est au bilan, dette nette qui est au bilan d'Arcelor. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Eh bien, ils font du M&A, des acquisitions, hein, les fameuses acquisitions dont je vous ai parlé, à la fois pour renforcer leur présence géographique, par exemple en Inde ou dans les régions où ils sont forts, mais également pour aller sur de nouveaux secteurs, 1,2 milliard. Et puis ensuite, ils ont racheté des obligations convertibles, 340 millions. Et ils ont racheté des actions share buyback, 1,2 milliard, donc ça veut dire 1,5 milliard de dollars de rachat de titres. C'est comme si on distribuait de l'argent aux actionnaires, 369 millions d'euros de dollars de dividendes, voilà, et donc ce qui explique que la dette est un peu augmentée de 2,2 à 2,8 milliards. Ils sont très intelligents, ils maintiennent un peu de dette parce que ça fait un peu de levier, mais c'est une dette très réduite, et avec le free cash flow, eh ben, ils font tout ce qui est favorable aux actionnaires, des acquisitions, toujours très favorables aux actionnaires quand elles sont bien menées, et des rachats de titres et un peu de dividendes. Voilà. Et oui, les dividendes, ça permet ce rachat de titres, ça permet de diminuer le nombre de titres. Regardez, en 2020, il y avait 1,2 milliard d'actions diluées. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 800 millions. Donc c'est un rythme de rachat de titres
significatif. Et si on regarde le rendement, qu'est-ce que nous dit la société? La société dit, bah oui, j'ai une part fixe qui représente un rendement de 2% aujourd'hui, mais c'est un dividende qui va augmenter progressivement. C'est un dividende prudent, mais dont la vocation est d'augmenter, pour sécuriser les actionnaires. Et j'ai une part variable qui représente en minimum 50% du cash flow libre. Et avec ces 50%, eh bien, je les restitue aux actionnaires sous forme de rachat de titres, par exemple, ou de rachat d'obligations convertibles. Donc, si on joint les deux, ça fait une assez belle rentabilité redistribuée à l'actionnaire. Donc, ArcelorMittal, si on devait résumer un peu tout ce qu'on a dit, eh ben, c'est une société qui a un portefeuille mondial, essentiellement dans des pays développés qui sont l'Europe et l'Amérique du Nord, mais également avec un accès aux marchés en croissance que sont surtout l'Amérique du Sud et l'Inde. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire de sa position concurrentielle? Eh bien, elle est en position de leadership, à la fois sur les zones où elle est, c'est-à-dire essentiellement l'Europe, l'Amérique et le Brésil. Et donc, comme elle est en leadership, elle a des coûts compétitifs sur ces marchés. Et en plus, elle a une exposition à tous les marchés mondiaux de l'acier, parce qu'elle a une offre de produits extrêmement diversifiée. Voilà. Donc une belle exposition géographique, une belle exposition produit. Et enfin, elle est intégrée verticalement dans les matières premières, ce qui offre une sécurité d'approvisionnement en même temps qu'une diversification. Alors, quels sont les drivers à la hausse? Eh ben, c'est la baisse des coûts. La société a entamé un plan 2020-2025 qui vise à améliorer les bidas de 3 milliards de dollars, considérable, si on compare à la CAPI de 22 milliards de dollars. 3 milliards de dollars et 2 milliards, dont 2 milliards d'économies cumulées en termes de coûts. Voilà. Améliorer les bidas de 3 milliards, notamment par 2 milliards d'économies. Voilà. Une génération de trésorerie tout au long du cycle, c'est ce qu'on a maintenant a priori sur Arcelor, parce que c'est ce qu'elle a montré dans le passé et on l'aura encore plus dans l'avenir. Donc on a une vraie génération de trésorerie tout le long du cycle, et donc ça c'est favorable, et un investissement avec cette génération de trésorerie en capital, en rachat de titres et en acquisition comme Valorec. Voilà, une exposition du groupe à des zones en croissance soutenue comme l'Amérique latine et l'Inde, et à court terme, et ça il faut que vous le notiez, voilà, nous sommes aujourd'hui dans un environnement économique où les stocks de sidérurgie, d'acier, qu'ils soient d'acier spéciaux, d'acier plat, etc., sont bas dans le monde, et surtout dans les zones où évolue Arcelor, et donc ça veut dire que sur toute croissance, ça fera monter les prix et les volumes. Donc Arcelor est bien exposé à une reprise prix-volume, voilà, et driver à la baisse, eh ben il y a des drivers à la baisse, et ça c'est quoi? Et c'est plus difficile à mesurer, ce sont les exportations chinoises, voilà. La Chine, c'est 50% de la production mondiale d'acier, considérable, parce que vous savez, ils ont investi énormément dans les infrastructures et dans l'immobilier, alors même que la production et les ventes de voitures en Chine est explosée. Donc tout ça, évidemment, c'est de l'acier. Et donc, forcément, avec la crise immobilière, avec l'arrêt des très grands investissements dans l'infrastructure, ils ont trop d'acier, et donc ils exportent. Et donc, on a noté une forte progression des exportations en 2023, mais en même temps, on note une volonté du gouvernement chinois de réduire la production d'acier en Chine. Alors ils disent parce qu'elle émet trop de CO2, oui, puisqu'elle consomme trop de capital, et puis c'est pas tout de même une industrie d'avenir. Et puis un nouveau risque, parallèlement à ça, c'est la croissance potentielle des exportations indiennes, qui elles, au contraire, sont dopées par le gouvernement, qui vise une augmentation des capacités de production. Alors vous avez mis ici, pour pondérer un peu tout ça, l'évolution, pour ajuster le risque chinois, voilà l'évolution des exportations en Chine depuis 2007 d'acier. Vous voyez, en fait, on a déjà connu un plus haut en 2016. C'est vrai qu'on a beaucoup monté en 2023, mais on est quasiment au même niveau qu'en 2016. Donc, c'est des niveaux d'exportation qu'on a déjà connus, que Arcelor a déjà connus. Donc, nous, on s'en inquiète pas trop chez Ibou. Alors, on vous a mis la droite de régression d'Arcelor. Vous voyez, on est un peu en dessous de la droite de régression. Mais ce qu'on pense chez Ibou, c'est que deux choses, c'est que d'abord l'écart type est considérable, vous voyez, c'est-à-dire la volatilité de l'action, un écart type, c'est en dessous de la droite de régression, c'est 12 € contre 27 pour la droite de régression.
Ça veut dire que si la société se met à décaler, elle a un potentiel de décalage très important à cause de sa volatilité intrinsèque. Et d'autre part, on pense chez Hibou, à cause de tout ce qu'on vous a dit sur l'évolution de la rentabilité de la société, qu'il y aura probablement un décalage progressif de la pente de la droite de régression dans le temps. Voilà. Alors, qu'est-ce que disent les analystes en 2023? On a 4,5 fois les bénéfices, on est à 6,2 fois 2024 qu'on attend en retrait. On a à peu près 2% de rendement coupon. Le PR moyen historique, il n'est pas valable parce que la société a fait des pertes, etc. Donc, on ne peut pas s'appuyer dessus. On attend une croissance des bénéfices d'environ 5% en organique, hein, si on suit l'évolution de la société et du marché, plus les rachats d'actions que fait la société, plus la croissance externe qu'elle génère avec son free cash flow. Donc, on peut s'attendre à une croissance des bénéfices de l'ordre de 7 à 10% par an. Le PER, il est actuellement dans la zone des 4 à 7. On pense chez eBook avec la sécurisation de la société et qui est en cours à cause de son expansion géographique, avec un peu de croissance en Inde, avec les nouveaux investissements comme dans Valorec, on pourrait monter une marche et passer dans des PER qui restent très bas, mais entre 7 et 10. Voilà. Et donc, si on met tout ça ensemble, ça veut dire qu'on a un cours d'action qui pourrait progresser de 10% par an, plus un dividende de 2% par an, ça nous donne une croissance de 12% par an. Est-ce que ça vaut la peine d'être joué? En fondamental, probablement, c'est pas mal. Et en technique, il faudrait regarder l'analyse qu'on a faite Tino. Tino a fait une très très belle analyse technique sur ArcelorMittal. Alors, elle est dans le live du 12 avril. Voilà. Le live, vous savez, c'est une réunion qu'on fait avec nos abonnés, une fois par mois, toute l'équipe Hibou, on répond à leurs questions et on leur donne des pistes de réflexion. Et donc, on fait à la fois l'analyse fondamentale, l'analyse technique, etc. Et alors, si vous allez sur l'analyse, la présentation, la fiche d'analyse sur le site Hibou de ArcelorMittal, vous avez un petit bouton où vous avez marqué est-ce qu'on en a parlé quand on en a parlé en live. Vous appuyez dessus, vous allez directement rediriger vers le live où Tino fait l'analyse technique très intéressante, vraiment très très intéressante d'Arcelor. Je vous conseille beaucoup d'aller la voir et vous pouvez le faire en vous abonnant gratuitement sur le site Hibou. Voilà, comme ça vous avez l'expérience, vous voyez si ça vous intéresse ou pas. C'est un abonnement d'1 mois gratuit. Voilà, n'hésitez pas à en profiter et comme ça vous verrez ce que Tino nous dit en analyse technique de cette société très intéressante, ArcelorMittal. Voilà, et à très bientôt avec l'équipe Hibou.